Massa al-Khir et bienvenue dans cette nouvelle émission Techini Talk. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Rachid Madran, qui est ministre en charge de l'action sociale, de la formation professionnelle, de la culture, des relations extérieures au sein du Collège de la Commission communautaire française et secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et de la propreté publique à la région de Bruxelles-Capitale. C'est Rachid Madran. Salam alaikum. Alaikum salam. Alors Rachid Madran, beaucoup de compétences. Vous venez de devenir ministre de la COCOF et secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale depuis le 7 décembre 2012, depuis quelques mois, avec beaucoup de compétences. Comment vous vivez ça déjà ? Au début, ça a été une surprise, parce qu'on ne s'y attend pas. Ça, en général, on vous l'annonce par un coup de téléphone. C'est comme ça qu'on me l'a annoncé. Ça a été surtout, franchement, d'abord un grand honneur qu'on me fait. On me fait confiance. Et puis, en même temps, quand même une grande responsabilité. Donc, voilà. C'était un double sentiment. À la fois très heureux, mais conscient quand même des enjeux, des responsabilités. Et donc voilà, moi je le vis comme une nouvelle expérience dans ce chemin politique que je suis depuis de nombreuses années. Vous allez un peu nous développer un peu le contenu de ces compétences. Je suis aujourd'hui un peu, même beaucoup, très fier de vous recevoir parce que combien même vous êtes né, bien sûr, ça je le sais, combien même vous êtes né ici à Bruxelles, vous êtes d'origine marocaine. Tout à fait. Et vous êtes aussi d'origine de Berkane, du Maroc, voilà, comme moi. Oui, Bled Limon, le pays des oranges. Mon père est natif de là-bas. Moi, je suis né en Belgique, mais toute la famille est de Berkane. Donc, vous avez combien de frères et sœurs ? 4 frères. Enfin, on est 4 dans la famille, une sœur et 3 frères. Et donc, Berkane, pour ceux qui ne connaissent pas, nord-est du Maroc, c'est une petite ville, mais très connue dans le monde pour ses magnifiques oranges. Et donc, voilà, c'est une région agricole qui se développe. Et il y a une grande communauté marocaine, d'origine marocaine, en Belgique, qui vient de cette région. D'ailleurs, dans les premières vagues d'immigration, on retrouve beaucoup de gens de Berkane. Alors, il y a quelques figures connues, comme par exemple un grand sportif qu'on connaît bien, qui est notre magnifique athlète, Michel Guerrouj. Mais vous retournez régulièrement au Maroc? J'y étais il n'y a pas très longtemps, pendant les vacances de Pâques. Je suis allé voir un peu la famille et puis les récoltes. J'avais plus vu cette région aussi verte depuis très très longtemps, parce que nous en général on y va l'été, et donc le décor et le paysage n'est pas le même, c'est plus aride. Donc voilà, j'ai retrouvé des paysages qui sont les paysages de mon enfance. On y allait quand on était petit. Je pense à des zones comme Saïdia. Il y a une rivière très connue qui est l'Emlouia. Et donc voilà, moi je suis très 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 attaché à cette région parce que c'est le pays de mes aïeux, et c'est surtout une région auquel je suis attaché parce que c'est une région sans prétention, mais très accueillante, très ouverte, avec des paysages fabuleux. Il y a la mer, il y a la montagne, il y a Tafourel. Alors, vous êtes socialiste, Rachid Madran, donc depuis toujours. Depuis toujours. Vous allez nous raconter ça, parce que c'est vrai, on vous voit maintenant comme ministre, mais pour devenir ministre, quand on est issu de l'immigration, comment ça se passe, Rachid Madran? Est-ce que c'est facile de devenir ministre quand on est originaire, par exemple, de Berkane et du Maroc? Mais très de manière générale, parce que même pour les non-marocains, toutes les personnes d'origine étrangère s'intéressent maintenant de plus en plus à la politique, Rachid. Alors, il n'y a pas de plan de carrière en politique. On ne décide pas du jour au lendemain de devenir ministre. D'ailleurs, ce serait une folie parce qu'on ne devient pas ministre. À un moment donné, il y a une formation politique qui vous propose. Mais c'est vraiment un long parcours. Moi, je suis un peu comme Obélix, quoi. Je suis tombé dans la marmite du socialisme il y a de très très nombreuses années. Mon père était déjà très sensibilisé à la question politique. Lui, il était plutôt dans la mouvance syndicale dans son usine. C'était un ouvrier, comme beaucoup d'ouvriers à l'époque, dans les années 60. Et donc, on avait conscience de la situation de l'immigration. C'était pas facile à l'époque. Et puis progressivement, il y a eu du chemin qui a été fait. Et puis, moi en tout cas, l'entrée en politique, l'entrée au PS, c'est toute cette période, vous vous souvenez sans doute de cette période, c'est le début des années 80, milieu des années 80. Nous sommes dans un pays où quand même le racisme est quand même, existe. Il y a des formations comme à l'époque c'était le Front de la Jeunesse, le VMO. Il y avait vraiment une animosité à l'égard de cette immigration, puisque la société d'accueil prenait conscience que cette communauté allait se fixer définitivement dans ce pays, et que donc les enfants étaient d'ici, quoi, et que ce phénomène est irréversible. Et donc je m'engage d'abord dans les jeunesses socialistes,
voilà, dans ma commune, j'habitais Anderlecht. Et puis progressivement, ben voilà, on continue à militer, on s'engage. Et puis un jour, j'ai été élu conseiller communal, c'est-à-dire le niveau le plus proche des citoyens, la commune. Et puis après, je suis devenu échevin, puis je suis devenu à Etterbeek. Donc échevin adjoint du maire, où j'avais en charge la culture, notamment le budget et d'autres matières, la cohésion sociale. Et puis progressivement, je suis devenu député régional. Et puis, voilà, le temps passe. Et puis, un jour, on m'a proposé d'aller au fédéral. À ce moment-là, je suis devenu député fédéral. Et puis, il y a quelque temps, ben voilà, à un moment donné, il y avait un changement qui se profilait chez nous. Emir Kir avait décidé de s'engager plus dans sa commune. Il fallait prendre sa place au pied levé. Et donc, on m'a proposé. Et donc, voilà comment... Alors, pourquoi vous a proposé, vous, et pas un autre cadre du Parti socialiste? Ça, à la limite, je vous dirais de poser la question à ceux qui l'ont proposé. Parce que comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, au sein du Parti socialiste, des gens qui se réunissent, ils disent celui-là... Je pense qu'il y a beaucoup de gens de talent, franchement. Il y a bien, on dit Rachid Madran a peut-être plus de compétences, un parcours particulier, il pourrait... J'irai pas jusque-là. Ce que je peux vous dire en toute modestie, c'est qu'il y a beaucoup de gens de talent, d'autres gens de Berkane. D'ailleurs, j'ai un ami, Hamid Laouej, qui est sénateur. Nous avons une fille, Fadila Lan, qui est ministre depuis de nombreuses années. Mais elle n'est pas de Berkane. Je crois qu'elle n'est pas de très loin. Ce n'est pas une critique. Bon. Non, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un contexte politique qui fait qu'à un moment donné, on se demande peut-être quelle est la personne qui, à un moment donné, peut incarner une fonction. Il se fait que je suis bruxellois depuis toujours, que j'aime profondément cette région. Je suis attaché à cette région. Je suis né dans un quartier qui s'appelle les Marolles, qui est un quartier emblématique de Bruxelles. Et puis, je pense qu'à un moment donné, peut-être qu'on a reconnu le travail qui a été fait depuis de nombreuses années. Mais je tiens aussi à dire qu'une vie politique, ce ne sont pas des successions de réussites, c'est des hauts, des bas, beaucoup d'échecs. Et puis on persévère et on se dit que l'engagement, c'est plus important. J'ai toujours dit qu'en politique, on ne peut pas faire de plan de carrière. Ceux qui font des plans de carrière, en général, sont déçus parce qu'ils se fixent des objectifs qui sont peut-être parfois plus hauts que ce qu'on peut atteindre. Alors justement, quand on devient ministre, est-ce que c'est une consécration ? On dit, ça va maintenant, on est arrivé au top, on ne peut pas espérer plus, on est ministre. Non, c'est surtout de nouvelles responsabilités. Devenir Premier ministre. C'est de nouvelles responsabilités. Moi, j'ai longtemps fait partie de pouvoir législatif, on faisait des lois. J'ai fait, par exemple, très modestement, une ordonnance pour lutter contre la discrimination à l'embauche, c'est une ordonnance diversité en 2008. Et voilà, aujourd'hui, je me retrouve dans l'exécutif. J'avais été dans un exécutif communal, dans une commune, et aujourd'hui, c'est l'exécutif de la région. Ce sont des responsabilités plus importantes. Je ne dirais pas que c'est une consécration, je dirais que c'est la suite d'un parcours, et j'espère qu'on pourra continuer ce parcours. Mais c'est surtout le fruit d'un engagement. Cet engagement est resté intact, les convictions sont là, et je suis là aujourd'hui pour défendre, outre mon petit cas personnel, je suis là pour défendre aujourd'hui un programme, une déclaration de politique, et je suis là pour défendre les valeurs du Parti socialiste. Et vous servez tous les Bruxellois? Bien entendu, c'est très important. Nous sommes les ministres de tous les Bruxellois, c'est un peu plus d'1,1 million habitants. Donc je dis toujours, nous ne sommes pas les élus d'une communauté, nous sommes les élus des habitants de la région bruxelloise. Bien sûr, nous avons une sensibilité particulière parce que nous avons vécu dans notre chair cette immigration. Nous connaissons la réalité de la double culture, de vivre avec deux cultures. Pour certains, c'est parfois difficile. Moi, j'essaye toujours de dire aux gens que je rencontre et surtout aux jeunes, de leur dire que c'est une richesse d'avoir deux cultures. Et on ne demande à personne de choisir. Pour marcher, il faut deux jambes. Et pour garder l'équilibre, il faut bien savoir d'où on vient pour savoir où on va. Alors justement, pour cela, vous êtes plus pour l'assimilation de ces jeunes ou bien pour leur intégration L'assimilation, c'est plutôt le modèle français. Le modèle français, c'est de dire débarrassez-vous de vos oripeaux et devenez de bons Français, partagez avec nous le creuset de la France républicaine. Il y a un autre modèle qui est le modèle anglo-saxon, où là, c'est plutôt on va dire, du communautarisme, on intègre des communautés. Et le modèle belge est au fond un modèle qui se situe un peu à cheval entre ces deux modèles, où on est très respectueux de la culture d'origine des gens, parce qu'on considère qu'il est important que les gens comprennent et apprennent leur culture pour pouvoir mieux embrasser l'autre culture. Donc moi je suis un partisan d'une intégration intelligente, d'une participation à la vie politique, parce que je trouve qu'il n'y a rien de mieux que dans la démonstration de l'intégration
l'intégration que de dire à un moment donné, je suis un citoyen à part entière de ce pays, c'est mon pays, un pays auquel je tiens, je suis fidèle à ses valeurs, je partage ses valeurs, et en même temps, j'ai une autre culture. Vous savez, le Premier ministre en Belgique est d'origine italienne, c'est aussi un fils d'immigré, c'est une immigration qui était plus précoce que l'immigration marocaine, et il vit très bien cette double culture. Donc la Belgique, c'est ça, c'est un pays de communautés, il y a des néerlandophones, il y a des francophones, il y a des wallons, il y a des flamands, il y a des germanophones. Bien aujourd'hui, il y a une communauté qui est une communauté arabo-musulmane qui se considère profondément attachée à ce pays, profondément belge, mais qui en même temps a une autre culture, et la différence c'est qu'on a des aïeux qui viennent. Et comment vous expliquez-vous, Monsieur Rachid Madran, qu'il y a dernièrement, ou bien de plus en plus de critiques à l'égard de cette communauté? On voit des sorties de certains députés, de certains partis politiques, qui, pour certains de cette communauté arabo-musulmane, se sont de plus en plus stigmatisés. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, j'ai l'âge que j'ai, nous avons plutôt le même âge, nous sommes de la même génération. Moi, j'ai l'impression que c'est lancinant, que chaque fois qu'il y a des problèmes économiques, une crise économique, on brandit et on agite un chiffon rouge qui est le chiffon de l'immigration, en disant, ben, évidemment, c'est la faute de cette communauté, c'est elle qui est responsable de tous ces problèmes. Naguère, c'était la communauté italienne, aujourd'hui, c'est cette communauté arabo-musulmane. Mais la réalité, c'est toujours la communauté qui vit le plus de difficultés économiques et sociales. Et donc, nous avons un problème aujourd'hui économique en Europe de manière générale, et donc forcément les premières victimes ce sont les plus fragiles, et les plus fragiles on les retrouve notamment parmi cette communauté. Alors tout n'est pas rose évidemment, ce serait mentir, mais c'est un peu l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. C'est une communauté qui en 50 ans aujourd'hui de présence, nous allons fêter bientôt les 50 ans de l'immigration marocaine et turque, je trouve qu'en 50 ans c'est une communauté qui a quand même produit une série entre guillemets d'élites. Nous retrouvons des médecins, des grands commerçants, il y a de très belles success stories. Des ministres. Des journalistes. Donc on retrouve des tas de gens aujourd'hui dans une série de métiers. Et bien sûr, le train avance et il y a toujours sur le bord du chemin des gens qui n'ont pas pu trouver leur place. Justement, notre job, c'est de faire en sorte qu'ils puissent aussi C'est pour cela que vous avez, intégrer vous avez promu cette ordonnance contre les discriminations? Oui, parce qu'on s'était rendu compte qu'on a beau dire aux gens travailler, si à un moment donné, on n'entrouvre pas les portes, vous savez, si l'ascenseur social ne fonctionne plus, à un moment donné, ils vont défoncer les fenêtres. Et donc, la situation aujourd'hui de la discrimination à l'embauche est une réalité. Dans certains quartiers de Bruxelles, le taux de chômage frôle des seuils assez hallucinants. Et donc, l'idée, c'était de dire, avant de critiquer le monde de l'entreprise privée, il fallait ouvrir les portes de la fonction publique. Et donc, ce texte de loi s'adressait surtout à la fonction publique pour dire, faites une place à ces enfants issus de l'immigration. À l'époque, il y avait très peu de magistrats d'origine arabe. On commençait à voir dans les professions libérales des avocats, des médecins, mais dans la fonction publique, de manière générale, on ne retrouvait pas cette communauté. Et donc, à un moment donné, on a travaillé notamment, vous savez, sur des cartes de l'Institut national de statistique, où on voyait le taux de chômage dans certains quartiers était vraiment très criant, mais quand on regardait le taux de fonctionnaires dans certains quartiers, ils étaient absents. Et donc voilà, il fallait à un moment donné ouvrir les portes, et c'était l'objet de ce texte. Donc, je ne suis pas non plus naïf et béat devant ce chemin. Il y a évidemment des accidents de la route, des accidents de parcours, c'est dur pour beaucoup de gens, mais je pense profondément que la raison est d'abord économique et sociale avant d'être ethnique. Il n'y a pas de déterminisme, c'est pas parce qu'on est un enfant de l'immigration que forcément on va avoir un parcours chaotique. Non, il y a de belles réussites, il faut les valoriser, il faut des référents positifs, mais il faut à un moment donné que la société d'accueil accepte un principe fondamental, c'est que l'intégration, c'est pas un sens unique, c'est-à-dire moi je veux bien participer à la vie de la cité, mais encore faut-il que vous me fassiez une petite... Alors certains disent que c'est ces personnes d'origine étrangère, mais maintenant on cible de plus en plus les musulmans. C'est vrai. Les musulmans ne veulent pas s'intégrer, s'ils ne souhaitent pas s'intégrer, s'ils souhaitent nous imposer leurs valeurs à eux, ils n'ont qu'à partir d'ici. Qu'est-ce que vous répondez à Mais de nouveau, c'est le même problème. Moi, je pense que la date charnière, à mon sens, c'est le 11 septembre. À partir du 11 septembre, quelque chose s'est passé. Vous savez, en Belgique, et notamment à Bruxelles, tout le monde a connu ce qu'on a appelé en Belgique l'affaire Loubna. C'était cette petite fille... Loubna Ben Aïssa. Voilà, Loubna Ben Aïssa, il y avait eu, en effet, c'était un drame national. Cette petite fille, à un moment donné, s'est retrouvée dans une situation catastrophique, tout le monde s'en souvient.
qu'est-ce qui s'est passé après? À un moment donné, la société belge s'est rendue compte qu'elle avait une communauté. Et puis à un moment donné, moi je me souviens de cette image qui m'a toujours frappé, c'est l'avion qui rentrait au pays, il allait enterrer avec le cercueil qui partait. Et à l'époque, la société belge s'était posé la question de dire mais nous n'avons pas de cimetière musulman. Et puis la question s'est posée, est-ce qu'il ne faudrait pas créer des cimetières musulmans? Et finalement, à un moment donné, il y avait une espèce de consensus. Et j'étais persuadé à l'époque que comme pour la communauté italienne qui a eu l'affaire du bois du casier, où il y a eu des mineurs qui sont morts, des centaines de mineurs qui sont morts, ça a été l'avant et après bois du casier. Et j'étais convaincu qu'il allait y avoir l'avant et après cette affaire. Malheureusement, il y a eu le 11 septembre qui a été un coup d'arrêt. Et puis évidemment, il y a eu un focus sur cet islam qui existe depuis de très nombreuses années dans ce pays, d'autant plus que la communauté marocaine de Belgique, et je pense que c'est la même chose pour tout le Maghreb, c'est un islam malékite, très pacifique. La majorité des musulmans vivent leur islam de manière tout à fait apaisée, en conformité avec les valeurs de ce pays. Mais malheureusement, il y a dans cette communauté une partie de gens qui ont une vision littéraliste, même réactionnaire de l'islam, et ces gens posent problème, et posent problème à l'ensemble de la communauté. Mais si vous regardez d'autres religions, il existe aussi des intégristes, des radicaux, et donc le phénomène est le même. Il faut évidemment, moi je le dis de manière très claire, il faut vraiment être très ferme avec les radicalismes, et tous ceux qui contestent la démocratie ou qui instrumentalisent la démocratie à d'autres fins que la vie en société, il faut le condamner de manière ferme. Et c'est dans l'intérêt justement de la communauté. Parce que moi je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Madrane, mais parfois il y a des dérapages. Donc on part du fait que ce n'est pas toute la communauté musulmane qui est ciblée, c'est juste une petite minorité, mais le mal est déjà fait parce qu'à force de revenir à chaque fois sur les mêmes sujets, sur la critique de ces gens issus de la communauté musulmane, fatalement, toute la communauté trinque. Et dernièrement encore, l'affaire de monsieur Météo de RTL qui a été licencié par le groupe de télévision RTL. Ils ont bien réagi. Ils ont bien réagi puisqu'ils ont licencié la personne qui, sur les réseaux sociaux, avait dit des choses. Mais quand je lis les réactions... Contre les musulmans aussi. Contre les musulmans. Et donc il a été licencié par la chaîne. Et donc chapeau à la direction de cette chaîne qui a pris ses responsabilités. Mais il ne faut pas non plus, je pense, être naïf. Moi, je suis un adepte de la double critique. Je pense que la communauté musulmane doit aussi faire son propre examen de conscience. On peut évidemment le demander à la société d'accueil de dire est-ce que vous n'avez pas finalement des choses à modifier à l'égard de cette communauté? Pourquoi systématiquement stigmatiser une religion? Alors justement, l'exécutif des musulmans de Belgique, quel regard portez-vous sur cet exécutif maintenant? Vous qui étiez à l'époque un peu en charge aussi, de loin. De loin, c'est très loin. Le regard que je porte, c'est je suis un peu triste de la manière dont les choses se sont passées, parce que la difficulté, c'était nous sommes face à une religion qui n'a pas de clergé. La société d'accueil propose un moment d'organiser l'exercice du temporel. Comment faire pour organiser les mosquées, pour les subsidier, pour financer les imams, pour donner des pensions, etc. C'était plutôt un geste d'ouverture, je trouve, de la communauté d'accueil. Malheureusement, les divisions ont fait qu'à un moment donné, la communauté musulmane n'a pas pu se prendre en charge. Donc, je ne vais pas dire que c'est un gâchis, parce que les choses peuvent s'améliorer. Mais l'exécutif parfois critique aussi le politique en disant qu'il y avait une ingérence du politique dans la gestion du culte. Et voilà, et donc on est à la fois, certains disent de l'ingérence, voilà, avant il n'y avait rien, il y a eu une tentative, on se rend compte que ce n'est pas parfait, mais voilà, à un moment donné, il faut que dans les deux parties, si je puis dire, il y ait un examen de conscience qui soit fait. Qu'est-ce qui est fait qui ne convient pas? Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Est-ce que certaines revendications communautaristes ont du sens aujourd'hui dans un pays comme la Belgique? Moi, je ne pense pas. C'est pour ça que je dis il faut vraiment qu'on fasse l'exercice de la double critique. Chacun a des choses à se reprocher, et pour avancer, il faut avancer dans le consensus, dans un cadre démocratique. Vous êtes ministre chargé de l'action sociale, de la formation professionnelle, de la culture et des relations extérieures au sein du collège de la Commission communautaire française, et secrétaire d'État en charge de l'urbanisme et de la propreté publique à la région de Bruxelles-Capitale. Collecte et traitement des déchets. On ne dit plus propreté publique. On dit parce que c'est assez réducteur. Il vaut mieux parler de collecte. Voilà, la propreté publique, c'est juste le fait que les rues soient propres. Mais ici, c'est beaucoup plus large. On collecte, on traite et on revalorise les déchets. C'est vraiment une grande mécanique. Et donc, je préfère parler de collecte et de traitement parce que je ne voudrais pas limiter le secteur et les travailleurs à uniquement le balayage et le nettoiement. C'est beaucoup plus large comme activité.
Et c'est quand même 2400 personnes, c'est une très grosse administration. Et donc voilà, moi je veux leur rendre hommage parce que c'est un travail extrêmement dur. Alors il y a un accord entre la région et les communes pour mettre à disposition des communes certains agents de vos services propreté publique. C'est plus bien informé. De manière réductrice. Alors, apparemment, il y a des résistances. Qu'est-ce qui se passe? Les agents de Bruxelles Propreté ne veulent pas aller travailler Non, ne veulent pas se soumettre à la tutelle des communes? Non, pas du tout. C'est très compliqué. Donc, en fait, dans le cadre de la 6e réforme de l'État, ce qui a été décidé, c'est qu'on transfère la compétence du balayage de voirie régionale, c'est compliqué, vers les communes et que d'autres matières soient transférées dans l'autre sens. Alors, moi, j'ai obtenu un accord avec les 3 organisations syndicales, l'organisation libérale, socialiste et chrétienne. Donc, j'ai un accord avec eux. Malheureusement, je ne décide pas seul. C'est un groupe, ce qu'on appelle le groupe des sages, le groupe des 8, qui représente les 8 partis politiques qui font la réforme de l'État. Donc c'est à eux aujourd'hui que revient la responsabilité d'accepter ou non ce qui est sur la table. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai fait le travail. En attendant, ces voiries régionales bruxelloises resteront sales ou il n'y a personne qui les nettoie? Toujours aujourd'hui nettoyées par le personnel de l'agence. Pour l'anecdote, il y a une vingtaine d'années, c'était dans l'autre sens. C'était les communes qui balayaient les voiries régionales et puis à l'époque, on a trouvé que ce n'était pas suffisamment bien fait et on a transféré la compétence vers la région. 23 ans après, on fait le chemin inverse en demandant de retourner la compétence vers les communes. Et donc voilà, il y a des 2400 agents, c'est énorme. C'est énorme. Malgré tout le monde constate que Bruxelles est quand même sale en tant que ville. Certains quartiers, j'irai pas jusque-là, et je ne veux pas stigmatiser un quartier. Moi, ce que j'essaie toujours de dire, c'est que c'est on va dire une responsabilité partagée. Vous savez, on a fait des opérations, ce qu'on appelle des opérations trash dans certains quartiers, où on nettoie tout le quartier pendant plusieurs jours, et puis après, le vendredi, on revient, on travaille le mercredi, le jeudi, et le vendredi, on vient pour vérifier. Le quartier est déjà plus qu'il était après avoir été nettoyé. Et donc, nous sanctionnons. Il y a aussi une part de civisme, de responsabilité citoyenne. Vous savez, on peut mettre un balayeur à tous les coins de rue. Si les gens continuent à jeter leurs déchets en rue de manière clandestine, on n'y arrivera pas. Donc il y a une prise de conscience, il y a de la sensibilité. Et puis, à un moment donné, il y a la sanction. Et moi, je suis aujourd'hui un adepte de la sensibilisation, de l'information, mais à un moment donné, il faut sanctionner. Vous savez, on a fait des opérations de terrain avec la police, avec l'agence Bruxelles Propreté, et en un quart d'heure, on a arrêté des dizaines de véhicules qui étaient chargés de déchets, de détritus que les gens allaient jeter. C'est plus des Bruxellois qui font ça ou c'est des personnes qui viennent d'autres régions? Vous avez des statistiques? Oui, mais je ne veux pas stigmatiser. Il y a des gens qui ne sont pas d'ici, d'autres qui sont d'ailleurs, d'autres d'ici, ça touche beaucoup de monde. Il y a des réseaux aussi de trafic de déchets. Donc tout ça, on le connaît, on sanctionne, on est très 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 dur. Par exemple, il y a une personne qui a eu sur le champ saisie du véhicule, 1 250 € d'amende. Est-ce que ça marche, ce genre de sanction? Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas être plus sévère encore? C'est un peu... Les amendes sont généralement très minimes, non? Ça dépend. Là, en tout cas, quand vous saisissez votre véhicule, vous n'avez pas envie de recommencer. Mais... Alors, la région de Bruxelles-Capitale, je m'excuse, on va passer, parce qu'on n'a pas beaucoup le temps, on va passer à autre chose. La région de Bruxelles-Capitale connaît aussi un grand taux de chômage, surtout des jeunes. Vous qui êtes ministre de la formation professionnelle, est-ce que vous avez aussi un rôle pour résorber ce chômage? Bien sûr, moi j'appelle ça le grand paradoxe bruxellois. Nous sommes une des régions qui participe le plus au PIB de ce pays. Nous créons de l'emploi. Tous les jours, il y a des nafteurs qui viennent des autres régions. Malheureusement, les emplois proposés en région bruxelloise ne correspondent pas au profil des demandeurs d'emploi. Et donc nous sommes face à une génération, à beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont infraqualifiés. Et moi qui ai la formation dans mes attributions, je me rends compte que nous avons des dispositifs de formation. Pour moi, la formation, pour certains, c'est la 2e chance ou la 3e chance. Mais le problème, c'est qu'il y a même des jeunes qui sont infraqualifiés, infraformés, et même pour rentrer dans les dispositifs de formation, on doit presque faire des formations pour intégrer des formations. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai problème aujourd'hui de qualification. Et donc nous nous orientons aujourd'hui plus vers des formations qui mènent directement à l'emploi. Par exemple, je travaille actuellement avec ma collègue de l'emploi, Céline Frémaux, sur la création à Bruxelles d'un grand pôle de compétences consacré au métier de l'acier. Parce qu'on a des demandes, par exemple, d'électromécaniciens, on a des demandes de gens, tous les ascensoristes, il y a des tas de débouchés. C'est des emplois non délocalisables et on n'a pas de formation.
formation. Donc il faut aujourd'hui qu'il y ait des formations pour un type de public précis qui puisse déboucher directement sur de l'emploi. Par ailleurs, comme beaucoup de pays, comme beaucoup de grandes villes, nous sommes face à la désindustrialisation des grandes métropoles. Peut-être qu'il faudrait les former au métier de service aussi. Bien entendu, mais pour ça, il faut leur redonner palette... les bases de la formation. C'est-à-dire que parfois, je caricature, mais parfois même les éléments de base, lire, compter, écrire, même ça devient difficile. Et donc il faut jouer sur tous les fronts, mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a toute une génération de jeunes qui sont ciblés, et donc c'est pour ça. Ce sont des jeunes qui sont en décrochage scolaire, ou bien qu'ils ont fini leur cursus scolaire, ou qu'ils ne l'ont même pas entamé, ou entamé à moitié? Il y a les deux. Il y a beaucoup de décrochage, il y a des enfants, enfin des jeunes qui ont terminé leur cursus, mais dans des formations qui ne sont pas celles que l'on demande aujourd'hui. Et donc c'est très difficile pour eux. Par ailleurs, il y a la concurrence d'autres pays européens, il y a de tas de main-d'œuvre qui viennent d'autres pays, qui viennent concurrencer. Information pratique, les gens qui nous écoutent ou les jeunes qui veulent suivre une formation. Bruxelles Formation, il suffit de taper bruxellesformation.be, il y a toutes les formations disponibles, il y a les OISP, organismes d'insertion socio-professionnelle, il y a des tas de débouchés. Il faut être absolument jeune ou moins jeune ou... Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour suivre. 77 ans, je dirais presque. Mais voilà, généralement, à 65 ans, théoriquement. Généralement, les gens qui viennent chez vous, c'est des jeunes ou des... Il y a de tout. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, qui souhaitent se former pour avoir une nouvelle formation. Il y a d'autres qui sont des jeunes qui ont quitté le cursus scolaire, qui ne trouvent pas, qui ont envie de se recycler. Mais il y a aujourd'hui des tas d'emplois où on ne trouve pas de gens. Moi, je pense par exemple à tous les métiers d'aide familiale, aide-soignante, les infirmières. Je parlais tout à l'heure des ascensoristes. Il y a des tas de débouchés puisqu'il y a une réglementation européenne qui oblige de rénover tous les ascenseurs des grands immeubles. Donc il y a des niches aujourd'hui d'emplois non délocalisables qui sont aujourd'hui potentiellement accessibles à beaucoup de gens. Mais donc ce qui est important aujourd'hui, c'est que chacun doit pouvoir se construire des perspectives pour retrouver le chemin de l'emploi. Et c'est ça le travail aujourd'hui qu'on essaye de mener. C'est pas évident parce que je vous l'ai dit, il y a des quartiers où c'est difficile. Rachid Madran, vous êtes également ministre de la Culture. On se retrouve plus. Donc il y a plusieurs ministres de la Culture. Est-ce que vous avez les moyens de cette ambition d'être ministre de la Culture? Je comprends que pour les francophones bruxellois. Vous n'y retrouvez pas, pour être tout à fait honnête. Il y a même des politiques qui ne s'y retrouvent pas tellement le système institutionnel belge est compliqué, mais en même temps, c'est un système qui fonctionne et où on ne se tape pas dessus, si je puis dire, entre guillemets. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai la culture et je m'adresse aux francophones de Bruxelles. Évidemment, la COCOF, la Commission communautaire française, dispose de peu de moyens, malheureusement, mais nous aidons en tout cas tout ce qui est les initiatives locales, les initiatives de terrain, nous aidons aussi les centres culturels, tous les jeunes qui ont des projets, des activités. Dans le cadre du cinquantenaire pour la fête les 50 ans de l'immigration marocaine, il y a une série de projets qui sont soutenus. Donc voilà, nous essayons, avec la communauté française, évidemment, ce n'est pas quelque chose qu'on fait seul, d'appuyer une série de projets. Hier, par exemple, je remettais les prix d'un festival de guitare que nous avons mené. Ça ne demande pas beaucoup de moyens pour distribuer des prix. Quand même, il faut en tout cas soutenir le festival. C'est un festival. Est-ce que vous donnez des subsides pour des actions culturelles? Bien sûr. Alors, information pratique, les gens qui ont des projets culturels et qui souhaitent avoir un soutien de votre part, ils s'adressent à qui? Là aussi, il y a un site qui est le site de la COCOF. Clique sur la rubrique culture et il y a tous les dossiers à rendre. Évidemment, il faut que le dossier soit solide, on ne va pas subsidier. Il ne faudrait pas demander beaucoup non plus. On peut, ça dépend de la qualité du projet et de l'utilité surtout du projet. On arrive au terme de cette émission, Rachid Madran, 3 noms peut-être, si vous pouvez dire un mot par rapport à chaque nom. Loretan Koelings, vice-première ministre socialiste et présidente dernièrement. Elle a été élue présidente de la Fédération PS de Bruxelles. Une grande dame. Une femme de conviction, une femme pour qui j'ai un immense respect. Vous avez travaillé avec elle, à ses côtés? Oui, mais c'est surtout une femme de conviction. Je suis admiratif de son parcours et je peux vous dire que c'est la garante des valeurs de gauche dans le gouvernement fédéral. C'est une période très très difficile et si aujourd'hui on a pu sauver l'index, l'index, entre parenthèses, l'indexation des salaires, c'est un dispositif qui permet de maintenir le pouvoir d'achat des gens. Je pense qu'on lui doit beaucoup. Donc vraiment, c'est une femme pour qui j'ai beaucoup de respect. Hamza Fassi Fehri, CDH, qui vient d'être élu président du Parlement francophone. C'est aussi quelqu'un que je respecte beaucoup. Je suis très fier pour lui. Il le mérite. Un garçon intelligent, compétent. Et je pense qu'on entendra encore beaucoup parler de lui à l'avenir. Alain Destex, un maire, député bruxellois. Je pense que c'est un homme intelligent qui utilise son intelligence à mauvais escient.
Je ne partage pas ses convictions et je pense que parfois il a fait de cette communauté arabo-musulmane un peu le bouc émissaire facile. Je trouve qu'en période de crise, le courage, ce n'est pas de crier avec la meute, c'est justement d'être à côté et d'expliquer que c'est un peu facile de faire croire que tous les maux de la terre, c'est une communauté en particulier. Rachid Madran, ministre au sein du Collège de la Commission communautaire française et secrétaire d'État à la région de Bruxelles-Capitale, je vous remercie. Merci à vous pour l'invitation. J'espère vous rencontrer une autre fois quand vous deviendrez peut-être Premier ministre. Ou vice-président de la région de Bruxelles-Capitale. Inch'Allah. Merci Rachid Madran. Quant à moi, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج تيجيني توك. مع السلامة.